Je suis Étienne Pardoux, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, et je vais vous parler des modèles mathématiques des épidémies comme celle que nous vivons actuellement du Covid-19. Et dans cet exposé, je vais m'inspirer énormément d'un exposé en anglais de Tom Britton de l'Université de Stockholm. Alors d'abord, je voudrais préciser que ni Tom Britton ni moi-même ne sommes des experts du Covid-19, ni des politiques de lutte contre une telle épidémie. Mais ce que nous connaissons, c'est les modèles mathématiques des épidémies, et nous espérons être capables d'expliquer leur utilisation pour comprendre ce qui peut nous arriver. Alors l'exposé de Tom Britton est disponible à l'adresse suivante sur YouTube. Je me suis donc très largement inspiré de cet exposé. S'il y a des erreurs, c'est certainement de mon fait, et je remercie Aurélien Velleret qui a réalisé plusieurs des images que vous verrez. Alors l'épidémie actuelle de Covid-19 en dehors de la Chine, ça c'est un graphique qui date de début mars. Et quand on voit ça, évidemment, on s'inquiète et on se demande combien d'humains vont être infectés, quand aura lieu le pic de l'épidémie, quel sera l'effet des mesures de prévention, et que peut-on dire du recueil des données, est-ce qu'on peut faire confiance aux informations qu'on nous donne. Alors la base de notre modèle, ça va être le fait de compartimenter la population entre les susceptibles, les infectés et les remis qui sont guéris et immunisés. Et en fait, dans les remis, on ajoute aussi les morts. Alors, un individu qui est infecté au cours de l'épidémie passe successivement par les états S comme susceptible, I comme infecté, R comme remis. Donc je vais donner un schéma sous forme de pictogramme de propagation d'une épidémie. Donc au début, on a un infecté en rouge qui est tout seul au milieu de susceptibles en vert. L'infecté infecte un des susceptibles, on se retrouve avec deux infectés. Chacun des deux infectés infecte un autre susceptible, on se retrouve avec quatre infectés. Les deux premiers infectés guérissent, ils se retrouvent en bleu. Un des autres infectés infecte un susceptible, on se retrouve avec trois infectés, deux guéris, puis de nouvelles infections, de nouvelles guérisons. Vous voyez que là, on a à la fois un infecté qui infecte deux susceptibles et un infecté qui tente en quelque sorte d'infecter quelqu'un, qui rencontre quelqu'un qui est guéri, et ça n'a aucun effet. Et puis, un peu plus loin, il y a de nouvelles guérisons, et puis de nouveau, comme les infectés sont de plus en plus entourés par des guéris, eh bien, les gens qu'ils rencontrent, s'ils sont guéris évidemment, ils ne les infectent pas, ça n'a aucun effet. Finalement, tout le monde guérit et on se retrouve avec, à la fin, zéro infecté. Donc l'épidémie est terminée, elle s'arrête. On a un certain nombre de personnes qui sont immunisées et d'autres qui sont toujours susceptibles à la maladie. Et c'est une situation tout à fait typique que une fraction de la population a été touchée par l'épidémie et non pas la totalité. Alors le modèle que je vais préciser à la page suivante, ça sera un modèle très simple. Il existe évidemment des modèles qui sont plus réalistes, mais un peu plus compliqués. Donc dans ce modèle, encore une fois, chaque individu est soit susceptible, soit infecté, soit guéri. Et je démarre avec essentiellement des susceptibles, un tout petit nombre d'infectés. En fait, ça sera un seul infecté et pas de remis. Et au cours de l'épidémie, une certaine fraction des susceptibles deviendra infectée puis remis. On admet que l'on ne sort pas de la classe des remis, ce qui est correct pour le Covid-19 si on étudie l'épidémie que dans un avenir assez limité. C'est-à-dire si on regarde ça pour les quelques semaines, quelques mois à venir, eh bien c'est correct de considérer un modèle SIR, mais si on veut regarder les choses à plus longue échéance, il faut prendre en compte la perte d'immunité, et donc il faudrait considérer un modèle SIRS, les R pouvant redevenir S, de redevenir susceptibles. Et enfin,
Une hypothèse très importante de notre modèle sera que la population est parfaitement mélangée. Donc le modèle que je vais présenter, c'est celui de Reed et Frost de 1929. C'est un modèle en temps discret. Par exemple, l'unité de temps, ça peut être la semaine. On regarde les choses d'une semaine à l'autre. La taille de la population, je l'appelle petit n, elle est supposée grande. Au début, on a n-1 individus susceptibles, 1 infecté, 0 remis. Donc un individu qui est infecté une semaine infecte chaque susceptible avec la probabilité P la semaine suivante, puis il guérit. Et l'épidémie se poursuit tant qu'il y a des infectés, et elle s'arrête. Alors le paramètre le plus important dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle le nombre de reproductions de base, le R0, dont vous entendez parler à la radio et à la télévision. C'est le nombre moyen d'infections produites par un infecté au début de l'épidémie. Je précise bien au début de l'épidémie. On admet qu'au début de l'épidémie, chaque infecté est entouré essentiellement de susceptibles. Il n'y a pas encore de guéris, il y a très peu d'infectés, donc autour de lui, il n'y a que des susceptibles. Donc la question, c'est combien vaut R0 ? Par exemple, si P égale 0,0015 et N égale 1000. Et la réponse, bien sûr, c'est R0 égale N-1 fois P, d'accord, le nombre de susceptibles autour de notre infecté, fois la probabilité qu'il infecte chacun d'eux. Et ça, c'est à peu près N fois P, c'est-à-dire 1000 fois 0,0015, c'est-à-dire 1,5. Donc la question que l'on veut discuter maintenant, que je voudrais discuter, c'est combien d'individus vont être infectés, vont être touchés par l'épidémie au cours de celle-ci, ce qu'on appelle la taille totale de l'épidémie. Donc la valeur possible pour cette taille totale de l'épidémie, c'est 1, 2, 3 jusqu'à n, n'importe quel nombre d'individus entre 1 et la taille totale de la population. Et puis, un peu plus loin, on regardera l'évolution de l'épidémie au cours du temps, mais je voudrais d'abord me concentrer d'abord sur la taille totale de l'épidémie. Donc sur les 2 pages suivantes, vous trouverez le résultat de 10 000 simulations pour une taille de population n égale 1000. Donc dans le premier schéma, on a R0 égale 0,8 et dans le second schéma, on a R0 égale 1,5. Et je donne les histogrammes des tailles totales. Alors, le premier cas, R0 égale 0,8. Donc, en abscisse, on a le nombre d'individus potentiellement touchés par la maladie. Et puis, en ordonnée, on a le nombre de simulations. Dans les 10 000 simulations, combien vont donner un seul infecté, combien vont donner 2 infectés au total, 3, etc. Donc, vous voyez que quand R0 vaut 0,8, eh bien, on n'aura pas d'épidémie majeure. On a beaucoup de simulations qui donnent un seul infecté, on en a quelques-unes qui donnent 2 infectés, 3 infectés, etc. Et puis on ne va pas au-delà de 100 infectés sur 1000, donc au grand maximum 10%. Donc ça, c'est pas une épidémie majeure. Et puis il y en a très peu qui donnent plus de 5 infectés, disons. Donc deuxième simulation, deuxième histogramme, R0 égale 1,5. Donc dans ce cas-là, il y a essentiellement 2 possibilités. Soit l'épidémie s'arrête très vite, par exemple le premier infecté n'infecte personne, il guérit avant d'avoir infecté qui que ce soit il y a 2 infectés, 3, 4. Donc ça, c'est ce que vous voyez à gauche ici. Et puis, il y a une deuxième possibilité, c'est que l'épidémie se développe, et puisque en moyenne, en tous les cas au début de l'épidémie, chaque infecté infecte plus d'un individu, eh bien on voit bien que ça peut croître exponentiellement, et on peut aboutir à avoir une certaine fraction de la population qui est infectée, et vous voyez que ça tend à se concentrer autour de 60%, en réalité c'est plutôt 58%, on verra pourquoi 58 un petit peu plus loin. Et si j'avais fait une simulation avec si j'avais fait non pas 10 000 simulations, mais 100 000 simulations,
eh bien on verrait que ça se resserre autour de 580. Alors, donc, en fait, il y a une formule mathématique pour la taille totale de l'épidémie. Donc, dans le cas où R0 est plus grand que 1, on a soit une petite épidémie, soit une épidémie majeure qui touche une fraction tau de la population totale. Alors, tau est la solution d'une équation mathématique. Donc, si tau est la fraction de la population touchée par l'épidémie, n fois tau, c'est le nombre d'individus infectés à un moment ou à un autre de l'épidémie. Et par ailleurs, petit p, c'est R0 sur n. Ça, c'est la probabilité de transmission à chacun des individus. Donc je vais maintenant faire un petit calcul mathématique qui sera peut-être compliqué pour certains d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas le calcul qui suit, vous pourrez raccrocher à partir de la page suivante. Donc, si tau est la fraction de la population totale qui est touchée par l'épidémie, 1 moins tau, c'est la fraction des non-infectés, des gens qui ne sont infectés à aucun moment de l'épidémie. Et ça, en quelque sorte, c'est la probabilité de ne pas être infecté. Mais la probabilité de ne pas être infecté, c'est la probabilité d'échapper à l'infection des n fois tau infectés. Et par un argument d'indépendance, que je n'ai pas précisé l'indépendance dans le modèle, mais elle est assez évidente, eh bien ça fait 1 moins p. 1 moins p, c'est la probabilité de ne pas être infecté par un infecté donné. C'est 1 moins p à la puissance n tau. C'est-à-dire 1 moins R0 sur n à la puissance n tau. Et ça, c'est à peu près e puissance moins R0 tau, si n est grand, puisque 1 moins x sur n à la puissance n, c'est à peu près e puissance moins x pour n grand. Et donc on a trouvé que la proportion tau d'individus touchés par l'épidémie, s'il y a une épidémie majeure, elle satisfait 1 moins tau égale e puissance moins R0 tau. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, ça je trouve une quantité déterministe, alors que on a vu dans nos simulations que cette fraction infectée, elle est aléatoire. Bon, mais en réalité, elle est aléatoire, mais il y a un phénomène de loi des grands nombres qui fait que si vous augmentez la taille totale de la population, eh bien, ça va se resserrer autour du nombre tau qu'on a trouvé là. Donc la solution de cette équation, l'équation 1 moins tau égale puissance moins R0 tau, elle dépend bien sûr de R0, et que de R0, c'est ça qui est important. Alors cette solution on n'a pas de formule explicite pour cette solution, mais elle se calcule aisément sur ordinateur, et on trouve les valeurs suivantes pour des valeurs de R0 qui sont dans une plage qui concerne pas mal de maladies, notamment le Covid-19. Si je fais évoluer R0 de 1,5 à 3, eh bien vous voyez, pour 1,5, la fraction totale de la population touchée par l'épidémie, c'est un petit peu plus de 50%, mais quand j'arrive à 2, je suis presque à 80%, et puis ça grimpe, et à 3, je suis à 94%. Donc ça, c'est la courbe de R0, de taux en fonction de R0. Donc en abscisse, il y a R0, en ordonnée, il y a taux. Vous voyez que pour R0 plus t ou égal à 1, eh bien, il n'y aura pas d'épidémie majeure. Il est impossible qu'il y ait une épidémie majeure qui se déclenche. Donc la fraction de la population totale qui est infectée, eh bien, c'est 0. Et puis, si on augmente R0 au-dessus de 1, eh bien, comme je l'expliquais, on trouve ces valeurs. Alors, précisons les hypothèses qu'on a faites dans notre modèle. Dans notre résultat, oui, je précise que j'ai fait un calcul à partir d'un modèle ultra simple, mais si j'étais parti d'un modèle un peu plus sophistiqué, j'aurais trouvé exactement le même résultat. Mais tous les modèles qui donnent ce résultat, ils sont basés sur un certain nombre d'hypothèses, et j'en précise 3 qui sont importantes. La première hypothèse, c'est que au départ de l'épidémie, il n'y a pas d'immunité dans la population, ni naturelle, ni par vaccination. Ça, c'est tout à fait vrai pour le coronavirus, mais pas par exemple pour la grippe saisonnière.
Si la moitié de la population était immunisée, la taille totale serait énormément réduite. La deuxième hypothèse, c'est que la communauté dans laquelle l'épidémie se développe est une communauté homogène. Ça veut dire qu'on a supposé que chaque infecté infecte chaque autre personne de la population avec la même probabilité. Évidemment que ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est vrai ni pour le coronavirus ni pour aucune maladie. Et là, on touche une question qui devient très compliquée dans les modèles mathématiques. Donc, les hétérogénéités sont évidemment importantes. Quelles hétérogénéités sont à prendre en compte dépend de chaque maladie et de son mode de transmission. En fait, on considère qu'il faut réduire le nombre d'infectés d'environ 10 à 20% par rapport aux prédictions du modèle homogène pour se rapprocher de la réalité d'une situation qui est en fait hétérogène. Enfin, on a supposé que le comportement des individus ne change pas au cours de l'épidémie. Et bien sûr, les mesures prises par les autorités, par exemple le confinement, changent la donne. Alors, je vais maintenant redonner la taille totale de l'épidémie, mais dans trois hypothèses. La première hypothèse, c'est notre modèle homogène, donc la même courbe bleue que dans le schéma précédent. La courbe en pointillé, c'est la courbe qui prend en compte la correction, qui prend en compte l'hétérogénéité de la population. Et puis la courbe jaune, c'est ce qui se passerait si la moitié de la population était immunisée au départ. Alors, précisons ce R0. En fait, le R0, on peut le décomposer en trois facteurs. On peut l'écrire comme petit p fois c fois L, où petit p, c'est la probabilité de transmission à un contact donné. Petit c, c'est le nombre moyen de contacts par jour. Et petit l, c'est la durée en nombre de jours de la période d'infection. Et les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie visent à réduire R0 en réduisant petit p avec les masques, le lavage des mains, les gants également, vise à réduire petit c par le confinement, le fait d'éviter les transports publics et les grands rassemblements, et aussi petit l avec le diagnostic rapide, l'isolation des infectés. Donc si l'effet combiné de ces mesures réduit R0 à RE égale petit a fois R0, avec un A évidemment plus petit que 1, et bien si RE est plus petit ou égal à 1, c'est-à-dire si A est plus petit que 1 sur R0, on n'aura pas d'épidémie majeure, ou du moins l'épidémie va s'arrêter. Et bien conclusion, il faut des masques pour tout le monde, réduction de P, tester massivement, réduction de L, comme le montre l'exemple de la Corée. Alors, une petite incidente sur la vaccination. Si une proportion V de la population est vaccinée au début de l'épidémie, alors R0 est remplacé par RV égale 1 moins V R0, puisque chaque tentative d'infecter ne réussit qu'avec la probabilité 1 moins V. Et on voit bien que donc RV est plus petit que 1 si V est plus grand que 1 moins 1 sur R0. Donc deux conclusions sur la vaccination qui malheureusement n'est pas encore disponible pour le Covid-19. Donc R0 nous indique la fraction de la population qu'il faut vacciner si l'on veut être sûr qu'il n'y aura pas d'épidémie majeure. Si R0 vaut 2,5, il faut vacciner 60% de la population pour être sûr que le RV soit plus petit ou égal à 1 et qu'il n'y ait pas d'épidémie majeure. Deuxième remarque, en se vaccinant, on se protège soi-même bien sûr, mais surtout on protège les autres, l'ensemble de la population. Donc, R0 est très important. Comment est-ce qu'on estime R0? Alors le R0, il dépend essentiellement de la maladie. En réalité, quand je parle du nombre de contacts par individu en moyenne par jour, on voit bien que le R0 dépend aussi un petit peu du comportement social. Il va varier un peu d'une société à une autre, mais l'essentiel, c'est tout de même caractéristique de la maladie.
Alors, sur ce schéma, je vous montre la propagation du Covid-19 en France jusqu'au 20 mars. Question, est-ce qu'on peut lire R0 sur cette courbe? Vous voyez cette courbe, on voit une progression exponentielle, donc il y a un taux petit r de croissance. Est-ce qu'on peut déduire R0 du taux de croissance? Eh bien, pas tout à fait, parce que le taux de croissance de la courbe dépend en fait de deux facteurs. Il dépend de R0, mais aussi du temps, ce qu'on appelle le temps de génération, grand G, qui est la durée entre le moment où l'on est infecté et celui où l'on infecte. Alors ce grand G, c'est une variable aléatoire, et en fait, le petit r, il croît avec R0 et il décroît avec G. Alors il existe des formules qui relient petit r, grand R0 et la loi de probabilité de grand G. Par une méthode de suivi des contacts, on peut obtenir des informations sur la loi de G, et donc en combinant avec l'estimation de petit r, on peut estimer R0. Alors, question suivante, quelle va être l'évolution de l'épidémie dans le temps? Jusqu'ici, on a surtout discuté la fraction de la population touchée par l'épidémie, mais la question suivante, c'est quelle est son évolution temporelle? Donc sur la page suivante, on verra l'évolution de la population, de la proportion I de T d'infectés dans la population en suivant un modèle déterministe qui est valable pour une grande population. On donne la courbe avec R0 égale 3 et R0 égale 2. Alors d'après les résultats ci-dessus, les tailles totales de l'épidémie, dans le cas R0 égale 3 et R0 égale 2, sont respectivement 94% et 79%. La différence n'est pas énorme, mais une chose très importante, c'est qu'il y a en quelque sorte une plus grosse différence dans l'évolution temporelle. Vous voyez que la courbe rouge, c'est R0 égale 3, la courbe bleue, c'est R0 égale 2. Et on voit deux choses. La première, c'est que le pic, alors que la taille totale de l'épidémie n'est pas réduite d'une fraction très importante, le pic, lui, diminue d'environ 50%. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est assez nettement retardé dans le temps. Et ces deux effets sont évidemment majeurs pour le système de santé, puisque le pic auquel vont avoir à faire face les hôpitaux, eh bien, il va être nettement réduit et il va être retardé. Les hôpitaux auront plus de temps pour se préparer. D'où l'intérêt de réduire le R0 et l'intérêt des mesures de confinement en particulier. Donc je voudrais conclure sur l'épidémie du corona. Encore une fois, ni Tom Britton ni moi-même ne sont des experts de cette maladie. En ce qui concerne le R0, il semble que l'estimation actuelle est autour de 2,5. Certainement entre 2 et 3. Je pense qu'il y a peut-être des spécialistes qui disent un peu moins de 2,5, d'autres un peu plus que 2,5. Je crois que ça tourne autour de 2,5. Donc si je prends les chiffres qui ont été donnés plus haut, si l'on prend en compte la correction pour l'hétérogénéité de la population, si on ne fait rien, 60 à 70% de la population sera infectée à un moment ou à un autre de l'épidémie. Mais de gros efforts sont faits pour lutter contre l'épidémie. Il est clair que jusque récemment, le RE, le R0 corrigé par les efforts de lutte contre l'épidémie, il est resté plus grand que 1, puisqu'on voit que ça continue à croître. Sera-t-on capable de le ramener en dessous de 1? Je n'en sais rien. En tous les cas, le nombre total d'infectés, mais aussi la façon dont les choses vont évoluer dans le temps, dépend bien sûr des efforts du système de santé, mais aussi de chacun de nous, en particulier du respect des mesures de confinement. Il est difficile aujourd'hui de décider à quelle proportion d'infectés on aboutira, entre 1% et 60-70%. Que se passera-t-il après la vague actuelle? Le coronavirus ne va probablement pas disparaître, mais si nous parvenons à réduire suffisamment RE, cela pourra prendre des mois, voire plus, pour que la vague passe, et d'ici là, on peut espérer des traitements efficaces, voire peut-être un peu plus tard, un vaccin. Dans quelques années, on parlera peut-être de corona saisonnier. Un dernier mot
pour vous dire quelques points sur lesquels les mathématiciens, statisticiens, spécialistes des modèles des épidémies travaillent. Donc quelques problèmes qui nous occupent, il y en a beaucoup d'autres. Un premier, la prise en compte de l'hétérogénéité de la population. On en a touché un mot, évidemment, le fait que la population n'est pas homogène. Il y a des gens qu'on rencontre plus souvent que d'autres, ceux qu'on rencontre chez soi, dans la maisonnée, sur le lieu de travail. La répartition spatiale de la population, les voyages, les déplacements. Il est intéressant d'analyser les effets de ces types d'hétérogénéité. Deuxième point, faut-il privilégier les modèles les plus réalistes ou finalement les modèles assez simples? Des modèles plus simples, on peut mieux tirer des conclusions. Et est-ce que les conclusions des modèles plus réalistes sont vraiment différentes de celles des modèles plus simples? Une autre question, quel est l'effet des diverses mesures préventives? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut estimer, quels paramètres peut-on estimer, avec quelle qualité d'estimation à partir des données disponibles, et quelles données supplémentaires seraient utiles pour avoir de meilleures estimations? Voici, l'exposé est terminé. Je vous remercie pour votre attention.